Merci, Monsieur le Président. Donc, je commence par remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à ces journées-là pour vous parler de la VNI en pratique pneumologique. Pourquoi, pour quels patients et comment. En fait, par souci de clarté, je ne vais aborder que la ventilation au cours de l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique. Là, je commence par vous rappeler que la ventilation est le résultat d'un équilibre entre la charge ventilatoire imposée au système respiratoire, entre les centres respiratoires situés au tronc cérébral et qui contrôlent la ventilation, et entre les capacités des muscles respiratoires. Et si on a une augmentation de la charge respiratoire avec une charge plus importante, beaucoup plus importante, qui peut se voir en cas d'une diminution de la compliance thoracique qu'on rencontre par exemple au cours de la fibrose pulmonaire ou bien lors d'une kyphoscoliose, ou bien si on a une augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures, notamment dans la BPCIO, ou si on a une commande ventilatoire qui est inadaptée, par exemple une atteinte du centre respiratoire central, et donc ou bien une diminution de la capacité des muscles respiratoires, on va avoir une respiration insuffisante. Alors, comment on va traiter cette insuffisance respiratoire chronique? En fait, en administrant une ventilation non invasive. Comment cette ventilation va agir? En fait, de façon simplifiée, cette ventilation va améliorer le travail des muscles respiratoires. Elle va augmenter également la sensibilité des chémorécepteurs. Elle va réduire la charge mécanique imposée au système respiratoire et elle va également améliorer la qualité de sommeil. Ces mécanismes, en fait, varient selon qu'on est dans une pathologie obstructive ou dans une pathologie restrictive, et ceci aussi en fonction d'un patient à un autre. Alors, les indications de la VNI les plus fréquentes sont représentées essentiellement par les pathologies obstructives, notamment la BPCIO, par également le syndrome obésité-hypoventilation, par les affections restrictives pariétales ou parenchymateuses et par les maladies neuromusculaires. Comment on va démarrer ou quand est-ce qu'on va démarrer cette ventilation non invasive? En fait, on a trois situations. Soit on va démarrer cette ventilation en milieu hospitalier suite à une décompensation d'une insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, soit de façon élective chez des patients qui sont stables mais qui sont en train de s'aggraver, ou bien une option très intéressante, on peut initier également cette ventilation à domicile, et là cette initiation nécessite une collaboration étroite entre le médecin prescripteur et les sociétés prestataires. Alors, on a commencé à ventiler en fait les patients hypercapniques au début des années 80 et on a commencé également à administrer, on a commencé initialement par des pressions négatives. On a ventilé avec des pressions positives qu'au milieu des années 1980. Et là, c'est une étude parmi les premières études qui ont commencé à ventiler en pression positive. C'est une étude rétrospective qui a inclus 276 patients. Ces patients étaient ventilés soit au décours d'une exacerbation, soit également lorsqu'ils étaient stables, mais leur état est en train de se dégrader malgré un traitement optimal. À cette époque-là, donc la ventilation était uniquement en mode volume avec un volume courant entre 15 et 20 millilitres à kilo. Et donc, quand vous voyez ce tableau, donc, les indications les plus fréquentes étaient représentées essentiellement par la kyphoscoliose, suivie des séquelles de tuberculose. Et bon, on n'a que 50 patients parmi les 276 patients qui ont une BPCIO. Alors, les auteurs, en fait, ont montré que cette ventilation a permis
d'améliorer également la PaO2 en cas de kyphoscoliose, mais aussi en cas de séquelles de tuberculose. La PaO2 n'était pas améliorée en cas de maladie du chêne de BPCO, ni en cas de dilatation des branches. Par contre, on a une amélioration de la PCO2 chez les patients BPCO, en plus des patients qui présentent des séquelles de tuberculose et qui présentent une kyphoscoliose. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est le fait que cette VNI, le bénéfice de VNI, n'est pas le même dans toutes les pathologies. On a plutôt une meilleure évolution et un bénéfice plus important chez les patients qui ont des séquelles de tuberculose et chez les patients kyphoscoliotiques, alors que l'amélioration et le bénéfice est moindre dans la BPCO, voire absent chez les patients qui ont des dilatations des branches. Une étude publiée 10 ans plus tard, là c'est une étude qui est prospective et qui s'est intéressée à 211 patients. Là, vous voyez que quand même des indications ont changé. On a plutôt, la majorité des patients sont représentés par un syndrome obésité-hypoventilation et par la BPCO. On a 23 cas de tuberculose, donc on voit que l'indication dans la tuberculose est en train de diminuer, 12 cas de polio, 28 cas de maladies neuromusculaires et 19 cas de kyphoscoliose. Et donc les auteurs ont montré que l'indication de la VNI au cours de la BPCO, là c'est représenté en noir, et dans le syndrome obésité-hypoventilation sont en train d'augmenter dans le temps, alors que les autres indications restent stables. Au cours de cette étude aussi, les auteurs ont montré que la ventilation en mode barométrique commence à augmenter à partir des années 94, alors qu'elle était exclusive en mode volumétrique avant cette époque. Alors, comment ventiler? Comment ils ont ventilé leurs patients? Donc, en fait, la ventilation et les paramètres ventilatoires étaient différents en fonction des pathologies. Et donc là, en mode volume, on a des volumes moins importants en cas de syndrome obésité-hypoventilation. Et en mode barométrique, là, on a, par exemple, dans le syndrome d'obésité-hypoventilation, une pression, des pressions expiratoires beaucoup plus élevées que le reste des patients, et ceci car pour vaincre également les résistances des voies aériennes supérieures si elle a un syndrome d'apnée de sommeil associé, alors que dans les maladies neuromusculaires, on n'a pas besoin de pression inspiratoire très élevée, donc ils avaient une IPAP inférieure par rapport aux autres groupes. Alors, pour les bénéfices, donc on voit bien que chez les patients ventilés, on a également une amélioration de la PaO2 dans tous les groupes, sauf les maladies neuromusculaires, où on a une PaO2 initiale qui est supérieure qu'après VNI, mais par contre, pour la PCO2, on a une diminution de façon significative de la PCO2 chez tous les patients, beaucoup plus importante également chez les patients qui ont une polio. Alors, cette étude a aussi montré un gain en termes de jours passés à l'hôpital. Là, c'est une étude rétrospective qui a été menée dans notre service entre 2002 et 2016. Nous avons revu les dossiers de 44 patients ventilés. On n'a pas inclus les patients qui ont un SOH et nous avons pu étudier 27 patients BPCO ventilés avec une évaluation à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. Alors, au cours de cette étude, nous n'avons pas trouvé de bénéfice
sur les gazométries. Donc, on n'avait pas de gain en termes de PaO2 ni de PCO2, mais par contre, un bénéfice très important en termes d'hospitalisation avec une réduction de 60% et surtout en termes d'hospitalisation en réanimation avec une réduction de 83%. En fait, nous avons expliqué en partie l'absence de bénéfices sur les gazométries par les pressions utilisées. En fait, on n'avait pas utilisé des pressions très importantes. Alors, en revoyant un peu la littérature, on constate que l'apport et le bénéfice de la ventilation ne posent pas de doute dans les maladies restrictives et neuromusculaires. Par contre, les résultats sont contradictoires dans la ventilation chez les BPCIO. Et ce n'est qu'avec l'introduction de ventilation à haut niveau de pression qu'on commence à avoir des effets bénéfiques. Et là, c'est parmi les premières études et parmi les premières équipes qui ont commencé à utiliser la ventilation à haut débit. Et donc là, c'est une étude contrôlée randomisée ayant colligé 73 patients. Vous voyez là, quand même, c'est des niveaux très importants de pression avec des pressions inspiratoires moyennes à 28 et on peut atteindre les 42, donc je pense que c'est énorme. Je ne pense pas que dans la vie réelle, on a des patients qui peuvent tolérer ces pressions et surtout, ce sont des patients qui sont ventilés à l'état stable, hein, avec une pression expiratoire en moyenne de 4,6. Eh bien, avec ces niveaux très élevés de pression, les auteurs ont montré qu'il y a un bénéfice en termes de PaO2, donc on a une augmentation de la pression de 2,1 points, et cela de façon significative, et une baisse également de la capnie de 6,2 points, donc, et cela aussi de façon significative. Mais là, vraiment, ce sont des études randomisées, très sélectionnées, et comme a dit Ali, donc il faut toujours voir et analyser les résultats avec un œil critique également. Alors, ces auteurs ont aussi montré une réduction de 22% des hospitalisations dans la première année avec une survie à 2 ans de 82% et une survie à 5 ans de 58%. Donc un bénéfice en termes de survie et un bénéfice en termes des échanges gazeux. Alors, la deuxième situation, là, on a vu la ventilation à l'état stable. La deuxième situation, c'est la ventilation au décours d'une insuffisance respiratoire hypercapnique. Là, c'est une étude également contrôlée, randomisée, avec une sélection, évaluation de 2021 cas. Seuls 116 cas étaient randomisés, avec un bras VNI 57 cas et un bras contrôle dans 59 cas. Eh bien, les critères d'éligibilité, donc c'était des patients très sélectionnés, donc la ventilation a été instaurée entre la 2e et la 4e semaine après la résolution de l'acidose, pas avant, avec une hypercapnie persistante et également une hypoxémie avec un pH qui est supérieur à 7,3. Les patients obèses ayant un BMI supérieur à 35, les patients ayant un syndrome d'apnée de sommeil associé ou bien les autres causes d'insuffisance respiratoire chronique étaient exclues. Les auteurs ont montré un bénéfice essentiellement en termes de PCO2 et non pas de PaO2. Et puis, ils ont montré également un bénéfice en termes de mortalité et d'évolution sans, disons, événement ou hospitalisation. Avec, là, ce sont les paramètres à la sortie. On voit quand même que l'IPAP est aux alentours de 24 avec une EPAP à 4 et une utilisation de 4,7 heures
par nuit pendant les 6 premières semaines. Cette utilisation a augmenté dans le temps avec une moyenne de 7,6 heures à 12 mois. Une autre étude, là, dans la phase chez les patients qui sont ventilés en post-aigu. Et là, je ne vais pas vous détailler les résultats, mais juste, je vais vous montrer le protocole utilisé par les auteurs. Et donc là, ils ont très bien détaillé le protocole. Donc, on voit que cette VNI a été installée par une équipe qui est expérimentée. C'est une BiPAP, en commençant par une basse fréquence de sécurité, une IPAP à 14 qui est augmentée en fonction de la tolérance du patient, avec une pression expiratoire également à 4 cm, mais également augmentée si on a une autopep. Et puis, il y a d'autres paramètres qui ont été aussi monitorés, à savoir le rapport inspiration-expiration, la pente également, et puis tous les patients pour pour assurer un meilleur confort, une meilleure tolérance, avaient un humidificateur et étaient ventilés avec un full face mask. Ces patients étaient monitorés, donc il y avait aussi un monitorage de la saturation en O2 et de la PCO2. Alors, si on voit un peu la revue, là ce sont les études de l'analyse Cochrane publiée en 2021, ayant intéressé 21 essais randomisés, 17 études se sont intéressées à la BPCO à l'état stable et 4 à la BPCO au décours d'une exacerbation, avec 778 patients à l'état stable et 364 patients au décours d'une exacerbation. Les objectifs de ces études sont comme suit. Donc, à l'état stable, on cherchait le changement des paramètres gazométriques, mais on cherchait aussi le changement de la capacité à l'exercice évalué par le test de la distance de marche 6 minutes, et on évaluait aussi la qualité de vie. Et en post-exacerbation, on cherchait aussi l'effet sur les gaz du sang, l'effet sur la qualité de vie, et puis sur la survie, la réadmission et la mortalité. Il y avait aussi d'autres objectifs qui ont été évalués, notamment la fonction respiratoire, la dyspnée et la mortalité. Voici en fait les différents paramètres utilisés. On voit à l'état stable et en post-exacerbation, on voit qu'à l'état stable, on a des pressions moins importantes qu'en aigu. Et on voit également que ces paramètres étaient ajustés en fonction du temps. Alors, les résultats pour les patients ventilés à l'état stable, donc là, les auteurs n'ont pas trouvé d'amélioration significative en termes de PaO2, mais par contre, ils ont trouvé une amélioration de la PCO2, donc à 3 mois, cette amélioration persiste aussi à 12 mois. Ils n'ont pas également trouvé d'amélioration en termes de qualité de vie, ni en termes de distance de marche à 3 mois. Par contre, à 12 mois, ils ont trouvé une augmentation de la distance de marche chez les patients ventilés. Pour les patients ventilés en post-exacerbation, et là, les auteurs ont trouvé une amélioration de la PaO2 à 3 mois. Mais par contre, cette amélioration était absente à 12 mois. Et pour la PCO2, on a une amélioration à 3 mois qui persiste à 12 mois. Il n'y avait pas d'amélioration en termes de distance de marche 6 minutes, mais il y a une amélioration au niveau de la qualité de vie à 3 mois. Alors, maintenant qu'on a présenté les résultats des études, on va passer à la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer et comment
on va ventiler nos patients en pratique courante. En fait, de la BPCO, il y a deux situations. La VNI est indiquée lorsque l'hypercapnie chronique chez les patients stables, donc, et là, on a plusieurs seuils qui ont été proposés. Là, le seuil de 52 mm de mercure est proposé par le GOLD, mais par contre, l'ATS propose un seuil beaucoup plus bas. On peut commencer à ventiler les patients à partir de 45 mm de mercure, mais là, je ne sais pas en pratique qu'est-ce que vous faites. Je pense, nous, on ventile avec un seuil aux alentours de 50. Sinon, la VNI est indiquée lorsque l'hypercapnie persiste 2 à 4 semaines après la décompensation hypercapnique, et l'objectif est d'abaisser la PCO2 à 49 mm de mercure, bien sûr, si on a commencé avec une PCO2 à 52 ou au moins de 20% de la valeur initiale. Lors de syndrome obésité-hypoventilation, en fait, il y a deux situations. Lors d'une décompensation respiratoire hypercapnique, et là, on va commencer par une ventilation non invasive, qui est le traitement de choix. Mais après 3 mois, il est recommandé de faire une polygraphie ou bien une polysomnographie, car si on a un syndrome d'apnée de sommeil associé sévère, et là, on va switcher vers une CPAP, alors en l'absence de syndrome d'apnée de sommeil ou en présence d'un apnée de sommeil qui est léger, là, on va plutôt garder la ventilation non invasive. De même, pour l'insuffisance respiratoire chronique d'apparition progressive imputable au syndrome d'obésité-hypoventilation, là, l'indication va différer de la présence ou de l'absence d'un SAS sévère. Dans les atteintes restrictives autres que le syndrome obésité-hypoventilation, la VNI est indiquée lors de la présence des symptômes hypercapniques et en présence d'une hypercapnie diurne ou hypercapnie nocturne. Par contre, dans les maladies neuromusculaires, là, on peut se baser également sur la clinique. On peut commencer avec, si on a des symptômes liés à la faiblesse musculaire, même en l'absence d'hypercapnie diurne. Ou bien, l'autre indication, c'est la présence d'hypercapnie diurne, la présence d'hypercapnie nocturne, la baisse de la capacité vitale, donc inférieure à 50%, et également la baisse de la MIP et de la SNP inférieure à 40 cm de mercure. Comment régler notre ventilateur? Et là, je me suis essentiellement basée sur les conseils du groupe d'assistance ventilatoire. En fait, la mise en place doit être faite par une équipe médicale et paramédicale formée et entraînée. Là, c'est très important. Sinon, le mode de ventilation recommandé en VNI, c'est le mode barométrique, donc le mode pression en semi-contrôlé, et les réglages initiaux vont être adaptés en fonction de l'atteinte respiratoire prédominante. Donc là, c'est un tableau qui résume les différents paramètres en fonction des pathologies. Je ne vais pas le reprendre, mais là, assez souvent, on s'intéresse à l'IPAP et à l'EPAP et on oublie les restes des paramètres, alors que c'est important de vérifier ces paramètres. Par exemple, chez les patients BPCO, on va commencer avec une aide entre 8 et 10. Pour l'augmenter, on peut atteindre une aide à 18, 20. Avec une PEP à 4, mais on peut atteindre une PEP à 6. On va commencer par une fréquence respiratoire cible à 12. Et puis, il faut régler également la pente. Donc, chez les BPCO, il faut une pente minimale pour assurer le confort également du patient avec un trigger sensible. Et puis, il faut surtout insister sur le temps inspiratoire qui devrait être inférieur à 1,7 pour favoriser également l'expiration. Alors, pendant la période initiale d'adaptation, il est important de poser 3 questions cliniques fondamentales. Avez-vous trop d'air ou au contraire insuffisamment? Est-ce que le ventilateur vous suit et est-ce que l'air arrive assez vite
ces questions sont fondamentales pour bien initier et pour assurer une ventilation optimale. Sinon, l'adaptation des réglages doit être à la fois continue et lentement progressif. Là aussi, il faut avoir beaucoup de patience pour réussir notre ventilation. Les réglages avec une adaptation automatique des pressions ne doivent pas être utilisés en première intention. Et là, je finis par un mot sur la surveillance. En fait, une fois installé, il faut bien surveiller cette ventilation et surveiller nos patients. Tout d'abord cliniquement, mais on a d'autres éléments de surveillance. Pourquoi? Parce que les patients mal ventilés ont une survie moindre, avec plus de symptômes et une moins bonne qualité de vie. Cette surveillance se base sur l'analyse des logiciels, des données du logiciel. On a plein de données intéressantes, donc il faut regarder également les fuites, les désaturations, voir l'aspect des courbes, débit et pression. Et cette analyse, en fait, elle doit tenir compte des données de la gazométrie, des données cliniques, notamment du confort et de la qualité de vie, qualité surtout du sommeil du patient. Et la surveillance à minima doit comporter au moins 2 gazométries, une gazométrie sans VNI et une gazométrie sous VNI et une oxymétrie nocturne. La capnographie, parce qu'elle n'est pas disponible dans tous les centres, n'est pas en fait recommandée, mais si on a une capnographie, c'est bien de la faire. En conclusion, je peux dire que la ventilation non invasive dans l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique est largement utilisée et dans la plupart des maladies, son efficacité a été démontrée sur l'augmentation de la survie, sur la diminution des décompensations respiratoires et sur l'amélioration de la qualité de vie. Mais par contre, il faut bien sélectionner ces patients et optimiser le suivi de ces patients pour réussir sa ventilation, mais également pour une efficacité et un gain économique également et sur le traitement. Merci. Donc,